L'émission à la une vous accueille une nouvelle fois dans cet espace dédié à la famille. Nous voulons répondre à un certain nombre de questions que vous posez dans le cadre de la famille. Pour ce faire, j'ai avec moi Linda qui sera l'interprète de certains nombre de questions que certaines personnes se posent et cherchent à avoir des réponses. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse, mais ce que nous souhaitons faire, c'est essayer de vous donner des réponses les plus pratiques et les plus concrètes possibles. Juste avant d'avoir les questions que me posera Linda, je vous invite à prier avec nous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour la famille que tu nous accordes. Merci de nous rappeler aussi que nous pouvons compter sur toi et que toi, tu connais tous les tenants, les aboutissants de la famille. Que nous puissions continuer à nous reposer sur toi, faire confiance à ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà Linda, je t'invite maintenant à nous poser des questions. La thématique d'aujourd'hui, c'est le choix du conjoint. Alors, merci pasteur. La première question sera la suivante. Comment déterminer le bon partenaire de vie? Voilà. C'est une question que beaucoup se posent pour savoir quel est le bon partenaire de vie, puisqu'on veut avoir une vie heureuse à partir du moment qu'on décide véritablement de passer par le mariage, d'entrer dans une vie de conjugalité. Alors, la première des choses que j'aimerais préciser avec cet auditrice qui a posé cette question, c'est qu'il n'y a pas un seul partenaire de vie avec lequel on pourrait être heureux. Il y en a plusieurs, d'accord? Maintenant, on va s'arrêter, on va faire un choix. Le choix qui sera fait sera en fonction de notre histoire, de notre expérience, de notre éducation, de notre personnalité. C'est en fonction de ça qu'on fera son choix. Mais il faut bien avoir à l'esprit, puisque certaines fois, certaines personnes attendent d'avoir le partenaire idéal, le partenaire parfait. J'aimerais tout de suite, si ça peut rassurer, il n'y a pas un seul partenaire de vie. Et c'est important de le comprendre aussi parce que certaines fois, il y a des situations malencontreuse qui arrive dans la vie où il arrive qu'on a perdu son époux, son épouse, d'accord? Et certaines personnes se demandent, est-ce que je pourrais recommencer à vivre avec quelqu'un? La réponse est oui, parce qu'il n'y a pas un seul partenaire de vie, il y a plusieurs. C'est simplement qu'on s'arrête, on fait un choix. Maintenant, la question, si je peux me permettre de la reformuler, c'est pas de savoir comment déterminer le bon partenaire de vie, mais c'est de savoir réellement quelles sont mes attentes, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux, comment je conçois la vie conjugale, quelle est ma manière d'appréhender la vie du mari ou la vie d'une femme, comment moi j'organise ma pensée, ma manière de voir les choses par rapport à un partenaire de vie. Pour moi, qu'est-ce qu'un partenaire de vie? Pour moi, qu'est-ce que j'attends d'un partenaire de vie? C'est cela qui va me permettre de déterminer mon partenaire de vie. Alors, précisons, comme on l'a déjà dit, vous pouvez rencontrer plusieurs personnes qui pourraient être votre partenaire de vie. Cependant, vous arrêtez sur une personne parce que il est important d'entrer dans un contrat d'engagement et de fidélité avec une personne. Précisons, on veut avoir un partenaire de vie, mais il faut se poser la question au préalable, est-ce que moi je serai un bon partenaire de vie? On renvoie souvent la question vers l'autre, à autrui, mais on doit se poser, est-ce que moi je serai un bon partenaire de vie? Et à quel moment je considère que la personne est un bon partenaire de vie? Maintenant, il faut vraiment avoir à l'esprit une chose, c'est que on va jamais rencontrer quelqu'un de parfait. Toutes les personnes que vous allez rencontrer ont des qualités et des défauts. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez pouvoir vivre avec ces qualités-là et ces défauts-là. Et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer, dire, bon voilà, je peux composer avec ces qualités, je peux composer avec ces défauts, donc je ferai de lui mon partenaire de vie. Je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Je fais de lui mon partenaire de vie.
C'est pas qu'il y a un partenaire de vie qui est en train de se balader quelque part dans la rue ou ailleurs dans un pays. Je dis, tiens, voilà, non. Je fais de lui mon partenaire. Je prends la décision que celui-ci sera mon partenaire de vie. Et à partir du moment que je décide de faire de lui mon partenaire de vie, je mets en place, d'accord, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à être mon partenaire de vie et que moi, je sois son partenaire de vie. Parce que nous sommes bien, il faut bien le comprendre, lorsqu'on parle du choix de conjoint, on est dans un échange, on est dans un partage, on est dans un dialogue. Il ne s'agit pas d'un monologue de vie, il s'agit bien d'un dialogue de vie. Malheureusement, certaines fois, on met toutes ces attentes sur un individu, d'accord? Mais nous, on se dit que nous, on n'a pas grand-chose à faire, c'est lui qui a tout à faire parce que c'est lui mon... Non, on est vraiment dans un échange, dans un contrat pour tous les vues. Donc, quand on pose la question, comment déterminer le bon partenaire, c'est celui que j'ai choisi en fonction de ses qualités, de ses défauts, de mon histoire, de mon expérience, de ce que je souhaite pour moi, de la vie que je voudrais après, en fonction de mon projet de vie. Est-ce qu'avec lui, je pourrais véritablement organiser la vie que je souhaite? Attention, n'ayons pas des exigences non plus démesurées, que personne ne puisse véritablement les accomplir, y faire face. Donc, il faut que ce soit quand même des choses accessibles aux uns et aux autres. Et je préciserai toujours, assurez-vous que vous soyez le bon partenaire de vie. D'accord, merci. Alors maintenant que tu as parlé du choix, une fois que j'ai fait mon choix, combien de temps va durer ma période de fiançailles? D'accord. Très bonne question. Certaines personnes commencent par dire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous sommes tous unanimes à dire une chose. C'est pas en fonction du nombre d'années, c'est en fonction de votre maturité d'esprit. C'est la maturité d'esprit qui va déterminer si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que vous êtes prêt véritablement à entrer dans un partenariat conjugal? Il se peut que vous commencez à fréquenter quelqu'un, mais qu'au bout d'1 an, vous n'êtes pas encore prêt. 2 ans, vous n'êtes pas encore prêt. 3 ans, vous n'êtes pas encore prêt. Maintenant, on est conscient d'une chose. Si vous n'êtes pas prêt après 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a un problème quand même. D'accord? Parce que on parle vraiment d'une relation sérieuse. D'accord? Vous avez la maturité, vous avez la majorité, une relation sérieuse. Vous envisagez d'avoir cette personne en tant que conjoint, en tant qu'époux et épouse. D'accord? Maintenant, vous apprenez à vous connaître. Ce peut que 1 an n'est pas suffisant, 2 ans ne soit pas suffisant, mais apprendre à connaître l'autre sous-tend que je suis prêt à le comprendre, à le comprendre, on va le dire, à entendre sa différence, on va dire ça plus comme ça, on le comprendre, parce qu'on ne comprend pas toujours, je le dis, entendre sa différence, accepter sa différence. Et la maturité se voit vraiment dans notre capacité à pouvoir composer avec la différence de l'autre. Maintenant, si au cours de votre période de fiançailles, vous n'avez pas encore atteint cette maturité et que vous avez besoin d'un peu plus de temps que d'autres, certains vont en l'espace d'1 an, en l'espace de 2 ans, en l'espace de 3 ans, en l'espace de 4 ans, auront atteint cette maturité qui leur permettra effectivement de pouvoir considérer la vie conjugale. Donc, la première des choses, c'est la maturité. D'accord? Est-ce qu'on est prêt et est-ce que l'autre est prêt? Je vais reprendre ça. Est-ce qu'on est prêt et est-ce que l'autre est prêt? La question est de savoir à quel moment on est prêt. On est prêt véritablement, alors je l'avais dit, l'acceptation, mais lorsqu'on est prêt véritablement à s'engager avec l'autre, à être fidèle à cet autre avec lequel on va s'unir. Si on n'est pas prêt, on va encore batifoler, on va encore papillonner, on n'est pas prêt. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir jusqu'à quel point on est prêt à s'investir avec l'autre. Et cet investissement-là passe nécessairement par la maturité.
Et en fonction de cette maturité-là, je déterminerai le nombre d'années, j'allais dire nombre de jours, il ne faut pas exagérer non plus, c'est le nombre d'années, nombre de mois qu'il me faudra effectivement pour que je puisse me préparer. Alors, j'ajouterai quand même une chose. Cette période de fiançailles, c'est pour apprendre à se connaître. C'est pour découvrir l'autre. S'il vous plaît, ne vous rencontrez pas seulement chez les parents. Ce n'est pas suffisant. Il faut vous rencontrer à l'extérieur du cadre familial. Il faut vous rencontrer, aller vous promener sur la plage, aller manger une glace, aller en sortir ensemble, faites des choses ensemble, mais ne vous rencontrez. Si vous rencontrez, alors je sais que c'est ce qui se faisait auparavant, très longtemps, on se rencontrait seulement chez les parents. Et non, aujourd'hui, je vous invite pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un, de ne pas le rencontrer seulement chez ses parents. Ne le rencontrez pas seulement à l'église. Allez faire du sport avec lui. Allez en randonnée avec lui. Voyez comment il fait face aux difficultés, aux vicissitudes. Attendez, on est dans une période de maturation où on apprend à se connaître et acquérir une certaine maturité pour voir jusqu'à quel point on peut soutenir et supporter l'autre. Soutenir et supporter l'autre. Donc, en ce qui concerne la période des fiançailles, ça dépendra des uns et des autres en fonction de leur maturité et le temps dont ils ont besoin aussi de se connaître. Alors, à l'issue de la période de fiançailles dont tu viens de parler, comment je peux évaluer l'amour que l'autre a pour moi? Comment je sais s'il m'aime? Ok, très bonne question. Première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'amour est fragile. L'amour est quelque chose de très fragile. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Si l'amour n'est pas entretenu, cet amour va dépérir. Il va finir. C'est vraiment comme ça. Il faut voir l'amour comme une flamme. Tant qu'il y a du bois, la flamme est là. Il n'y a plus de bois, la flamme disparaît. Et c'est une réalité. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui concerne l'amour, c'est que l'homme est versatile en amour. Il est changeant en amour. C'est-à-dire qu'un homme qui vous dit, vous aimez un homme, une femme d'ailleurs, au 1er janvier, au 31 mars, il vous dit qu'il ne vous aime plus. Pourquoi? Les gens se posent la question, pourquoi ça arrive? Parce que on peut peut-être avoir les meilleures intentions du monde, mais on ne sait pas tout ce qui nous traverse en tant qu'individu. On ne connaît pas tous nos ressentis déjà. Et on pense aimer certaines fois. Et ce n'est pas forcément de l'amour. Ok? C'est un sentiment, c'est de la passion, c'est de l'attraction. D'accord? Vous voyez aussi. D'accord? Et cette personne-là, on ne l'aime plus. Alors, comment savoir si c'est véritablement de l'amour? Il faut accorder du temps à l'amour. C'est seulement à travers le temps que vous allez pouvoir déterminer si c'est vraiment de l'amour, si c'est l'amour vrai. C'est pas parce qu'il vous a dit le 1er janvier qu'il vous aime et que le 7 janvier, quand vous dites oui, c'est le grand amour. Attendez. Ne mettez pas trop de choses dans votre tête. Ne vous affolez pas. Il faut accorder du temps. C'est à travers le temps. Il faut accorder du temps à l'amour pour que cet amour-là puisse s'affirmer et pour reconnaître véritablement que l'amour est l'amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, fondamentale, c'est que l'amour est vrai quand l'amour commence à accepter l'autre tel qu'il est. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit vous aimez, et chaque fois que vous êtes en discussion, vous êtes dans un dialogue, la seule chose qu'elle vous demande, de changer. Il faut que tu changes. Il faut que tu t'améliores. Il faut que tu fasses ci. Il faut que j'aime pas ce que tu portes. Attends. On peut, à un moment donné, dire à un individu, à son futur partenaire, tu sais, je n'aime pas la robe que tu portes, je n'aime pas le pantalon que tu portes. On peut dire, mais si chaque fois qu'on se voit, tu commences à me dire, il faut changer, il faut faire telle chose, tu es en train de me dire que tu aimes que toi, d'une manière très égoïste, d'accord, et que tu ne me permets pas d'être moi-même. Une des réalités de l'amour, l'amour engendre la liberté. Et c'est ça que certaines personnes ont du mal à comprendre.
L'amour engendre la liberté. L'amour me permet d'avoir une certaine liberté dans ma façon d'agir, d'accord, tout en tenant compte de mon partenaire, il n'y a pas de souci, ma façon d'agir. Mais l'amour ne me tient pas esclave d'un individu où je ne peux plus penser, où je ne peux plus réfléchir. Il me dit non, ne réfléchis plus. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus penser. C'est moi qui pense pour toi. C'est moi qui décide pour toi. Attends, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour du tout. Donc, non seulement il faut avoir le temps, mais il faut voir si la personne vous accepte tel que vous êtes. Parce que l'amour fait en sorte que l'autre puisse s'épanouir, qu'il y ait un épanouissement personnel de chaque individu dans le cadre de la relation amoureuse. S'il n'y a pas cet épanouissement, si vous n'êtes pas à l'aise, je me rappelle dernièrement, j'accompagnais des jeunes dans la préparation au mariage, mais je me suis rendu compte que la jeune fille, le jeune homme l'empêchait de s'exprimer, d'être elle-même. C'est pas de l'amour. Tu es déjà embrigadé, ça ne peut pas fonctionner, puisque ça va créer forcément du dysfonctionnement dans la relation. Donc, lorsqu'on parle d'amour, on parle d'acceptation de l'autre. Maintenant, lorsqu'on parle d'amour, on accepte que l'autre commet des erreurs. Et on va pardonner l'autre. L'amour aussi appelle le pardon. De toute manière, Linda, je me permets de dire, il n'y a aucune relation sur cette terre qui n'a pas besoin de pardon. À moins que vous fréquentiez simplement un martien ou quelqu'un qui vient de la planète Neptune, etc., vous n'aurez pas eu demandé pardon, il n'aura pas vous demander pardon. Dans une relation d'amour, il faut être prêt à pardonner. Si vous êtes dans une relation dite d'amour et que l'autre vous dise de toute manière, si tu fais quelque chose, moi je ne pardonne pas, je n'excuse pas, il faut que tu sois parfaite, il faut que tu sois parfait. Non, ça c'est pas de l'amour. L'amour appelle le pardon. Je suis prêt à te pardonner. C'est ça qui montre véritablement toute la force du pardon. Tu m'as dit une parole blessante, je vais te dire, voilà, cette parole m'a blessé, ça m'a fait du mal. Et toi, en recevant l'information, tu vas demander pardon. Donc, non seulement recevoir le pardon de l'autre, Maître dit, vous a demandé pardon. C'est pas simplement recevoir le pardon de l'autre, mais aussi reconnaître ses erreurs et être disposé à demander pardon. Donc, tu vois que l'amour, c'est pas simplement prendre les gens dans ses bras, c'est pas des moments de tendresse, c'est beaucoup plus profond que cela. Beaucoup plus profond que ça, pour permettre à deux êtres de pouvoir être ensemble, cheminer ensemble, marcher ensemble, faire face aux difficultés de la vie ensemble. Maintenant, par rapport à cette question, me permet que je termine avec le fait que, en matière d'amour, si tu veux véritablement savoir quelle est la force de l'amour, la puissance de l'amour, regarde l'amour de Jésus-Christ. Dieu est amour. Et la parole de Dieu est formelle. Hein? Dieu prend l'exemple de cet amour entre deux êtres qui se disent amoureux, deux êtres qui veulent être dans une certaine conjugalité. Dieu prend cet exemple-là pour montrer la force qui existe entre l'Église et le Christ. Celui qui accepte d'aimer, je dis bien celui qui accepte d'aimer, pas seulement celui qui se dit « j'aime naturellement », quand je vois tes yeux, je me sens transporté, quand je vois tes cheveux, je ne sais plus quoi penser, mon esprit, etc. Nous parlons de ceux qui acceptent d'aimer. Pas si on saisit la nuance, c'est pas simplement dire que j'aime, mais j'accepte d'aimer comme le Christ aime, comme le Christ me demande d'aimer. On passe à un autre niveau. Et là, il faut être converti. Il faut avoir accepté Jésus dans son cœur pour entrer dans cette dynamique d'amour divin. Et cet amour-là n'est pas versatile. Alors que l'amour humain est versatile. Mais cet amour-là n'est pas versatile parce qu'il est ancré en Jésus-Christ. Le roc de cet amour-là, c'est Jésus-Christ. C'est
pour cela qu'il faut s'assurer que l'être avec lequel on va s'unir est animé de l'Esprit du Christ. S'il est animé de l'Esprit du Christ, il aura l'amour du Christ. Très bien. Alors, maintenant, dis-moi, est-ce que la différence d'âge est un élément à considérer? Quand on parle d'amour, comme tu l'as décrit, est-ce que cette différence peut altérer une relation? Alors oui, la différence d'âge entre deux partenaires, ça joue très souvent, ok? Il y a les exceptions, on parle d'exceptions, sont excessivement rares. C'est vrai que j'ai accompagné, il y a quelques années de ça, un futur couple d'ailleurs, qui se sont mariés et qui avaient 20 ans de différence. L'homme avait près de 40 ans, la jeune fille avait 20 ans. Jusqu'après 10-15 ans, ce couple-là continue à vivre ensemble, d'accord? Parce qu'ils avaient un amour ancré en Jésus-Christ, d'accord? Mais il faut être réaliste aussi, ça ne fonctionne pas toujours quand il y a une grande disparité en ce qui concerne l'âge, ok? Puisque tu as certaines fois, tu as une génération qui va se marier avec une autre génération. Ce n'est pas la même génération. Ce ne sont pas les mêmes préoccupations. Ce n'est pas le même monde aussi. Pour que ça puisse marcher, pour que ces deux mondes-là puissent se rencontrer, il faut vraiment qu'il y ait une passerelle où l'un va vers l'autre. Et il faut leur dire que pour aller vers l'autre, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile pour nous. Donc, on considère que lorsqu'il y a, en règle générale, 10 ans, encore, c'est acceptable, d'accord? Mettons, 12-13 ans, on peut comprendre. Mais quand c'est trop, ça crée des difficultés dans la relation. Il faut le reconnaître. Alors, un point aussi important, c'est qu'on se dit que les couples aussi doivent penser, futurs couples doivent penser au fait qu'ils sont peut-être jeunes maintenant. L'un a 40 ans, l'autre a 20 ans. Mais quand l'autre aura 60 ans, la femme aura 40 ans. Lorsque l'homme aura 80, la femme aura 60 ans. Donc, ça fait une différence. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on se découvre aussi un certain nombre de maladies. Donc, il va falloir être disposé à prendre soin de l'autre, etc. C'est pas dire que c'est pas faisable, c'est faisable. Mais il faut penser à cela aussi. Quand vous décidez de vous unir à quelqu'un qui est dans quasiment la même tranche d'âge que vous, on parle des 10 ans, vous allez grandir ensemble, vous allez vieillir ensemble. Vous allez vieillir ensemble. D'accord? Maintenant, où ça devient un peu plus délicat encore, c'est quand l'homme est plus jeune que la femme. Quand l'homme est plus jeune que la femme, alors il y a cette difficulté certaines fois pour certaines femmes à se dire que c'est leur mari et on peut penser que c'est mon enfant parce qu'il est plus jeune que moi. On le voit très souvent, enfin très souvent. On le voit, certaines fois, la femme va se comporter avec le mari comme si c'était un enfant, alors que c'est le mari, parce qu'il est plus jeune. L'autre difficulté qu'on voit aussi par rapport à cela, c'est que le mari étant plus jeune, va voir sa femme vieillir plus rapidement que lui. Et il peut avoir la tendance de porter son regard sur des femmes de son âge et plus sur son épouse, parce que n'oublions pas que l'homme fonctionne avec ce qu'il voit. On oublie très souvent ça. Nous, les hommes, nous fonctionnons avec ce que nous voyons. Nous sommes attirés par ce que nous voyons. Donc, il faut vraiment penser à tout ça. Il faut vraiment peser le pour et le contre dans tout cela parce que on peut être surpris puisqu'on se dit on est jeune, encore on s'aime, on va faire face aux situations. Mais quand la réalité nous frappe en plein visage, là, on se dit qu'on aurait dû peut-être faire autrement, on aurait pu faire autrement. Donc, on conseille quand même, d'accord, de pouvoir garder ces 10 ans-là. Et en général, que ce soit l'homme qui soit plus âgé que la femme. Cependant, après avoir dit cela, je reconnais qu'il y a des exceptions.
mais il ne faut pas que tout le monde pense que son cas, c'est une exception. Parce que ce qui arrive très souvent, on se dit, oui, ça a marché pour telle personne, mais pas parce que ça a marché pour tel couple que ça va forcément marcher pour vous. Il faut prendre en considération toutes ces réalités-là pour savoir véritablement comment on va organiser sa vie conjugale. Ça s'organise, la vie conjugale. Il ne faut pas penser que c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ça s'organise, on anticipe un certain nombre de choix, de choses, de choix aussi. On prend en compte aussi les réalités qui pourraient subvenir aussi. Lorsqu'on fait un choix, il faut qu'on se dise, j'ai fait ce choix-là en connaissance de corps, en sachant que telle chose pourrait arriver, telle chose pourrait se passer, telle chose pourrait se produire. Tout à fait. Alors maintenant, nous sommes tous les deux étudiants. Pouvons-nous nous marier? Oui, ça c'est une question que souvent des étudiants se posent, ok? Parce que si on fait de longues études, qu'on a la maturité nécessaire et qu'on a aussi les moyens financiers, on peut considérer le mariage. Parce qu'il ne s'agit pas de se marier et de dépendre de maman et de papa, ok? Il faut aussi accepter de prendre de ses responsabilités en tant que couple, en tant que maisonnée, en tant que foyer. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne peut pas demander le soutien de ses parents, etc. Oui, on peut toujours demander le soutien de ses parents, mais il faut quand même avoir à l'esprit que quand on se marie, c'est pour qu'on puisse prendre soin de sa maisonnée, de sa famille, et ce n'est pas pour qu'on dépende des autres, même s'il peut y arriver des cas où ça pourrait se produire. Cependant, si on est étudiant, on n'est pas mûr, on est focalisé essentiellement sur ses études, on n'a pas les moyens financiers, il ne faut pas considérer la vie conjugale, puisque la vie conjugale va demander de la part des conjoints de pouvoir s'investir aussi. Okay? Et il arrive certaines fois que lorsqu'on est dans les études, on est plus focalisé sur les études que sur la vie du couple, sur son mari, sur son épouse, etc. On a une attention qui est vraiment diverse, ok? Et on n'a pas forcément tout le temps qu'il faut pour pouvoir se consacrer à pouvoir ancrer cette vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence, il faut bien voir ça. C'est une nouvelle vie, je dis aux gens, c'est une nouvelle vie. La vie que vous aviez auparavant ne sera plus. Vous entrez dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il va falloir considérer l'autre, il va falloir partager avec l'autre. On ne peut plus dire « je ». On dit « nous ». Et le « je » existe dans le « nous » que nous sommes maintenant. La Bible dit très clairement, nous sommes devenus une seule chair. Donc, quand les étudiants décident de se marier, il faut vraiment bien réfléchir, considérer qu'on a mis toutes les chances de son côté, voir si on est vraiment mûr, si on n'est pas dans la précipitation, parce qu'on est tout feu, tout flamme, on ne peut pas attendre, on a une libido qui est forte, mais le couple ne va pas résister aux vicissitudes de la vie seulement parce qu'il y a du sexe. On vous remarque très souvent que le sexe n'est pas suffisant. Donc, il faut bien réfléchir. Voilà. Merci, pasteur, pour tous ces éléments concernant le choix du conjoint. J'espère que nous avons pu répondre à certaines questions. On a fait au mieux, d'accord, le plus concret, le plus pratique possible. En tout cas, je te remercie, Linda, d'avoir été l'interprète de ces personnes pour nous poser ces questions. Maintenant, chers amis, nous vous disons à la prochaine émission, mais juste avant de terminer, nous allons quand même prier. Nous demanderons à Linda de prier pour nous. Tendre Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous unir dans la prière. Nous voulons te remercier, Père, pour ces conseils, Seigneur. Ces conseils éclairés que tu nous permets d'avoir afin que nous fassions le bon choix de conjoint. C'est vrai que tu es là et nous pouvons aussi aller à toi afin que tu nous diriges, tu nous guides par ton esprit. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te louons, nous t'exaltons et nous voulons te remercier encore. Et nous t'adressons notre prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.